Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir sur Facebook et sur Zoom. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir avec Jean-François Bourbon et Éric Dudoit. Donc c'est un dispositif où nous serons trois ce soir à vous présenter le thème que nous avons choisi. Alors, juste avant de commencer, le Point Rose est une association que certains connaissent bien. Ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas l'association, je dirais juste que c'est une association qui accompagne les familles qui perdent des enfants, quelle que soit la cause, et qui du coup se retrouvent souvent confrontés à des échecs de la médecine et qui ont eu des démarches les ayant amenés souvent à vouloir consulter un guérisseur. Alors évidemment, le sujet ne s'adresse pas qu'aux familles qui perdent des enfants et je suis ravie de savoir que vous êtes bien plus nombreux que les seuls parents. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème, un guérisseur, pourquoi faire? On en a parlé avec Eric, avec lequel on travaille beaucoup, donc je vais vous dire un mot. Et un guérisseur, pourquoi faire? Parce que c'est un sujet qu'entre parents du Point Rose qui ont perdu des enfants d'une maladie incurable se sont posés souvent la question, ont consulté eux-mêmes des guérisseurs et se sont posé la question de savoir si ce guérisseur aurait pu faire quelque chose d'autre, est-ce qu'il a pu faire quelque chose et à quel moment le voir. Alors, un guérisseur, on les appelle guérisseurs, mais magnétiseurs aussi, rebouteux, coupeurs de feu. Ils ont tous un point commun pour le grand public que je représente aujourd'hui. Moi, je suis ce soir ici pour parler au nom de ce grand public qui se questionne sur ce sujet des guérisseurs. Ils ont tous un point commun, vouloir aider ou soulager les maux du quotidien en complément de la médecine dite conventionnelle. La question alors qu'on se pose, c'est quand y avoir recours en désespoir de cause, comme beaucoup de parents du Point Rose, quand leur enfant était en échec thérapeutique et que la médecine ne pouvait plus rien pour eux, en prévention, en complément. Est-ce qu'il faut y croire? Ah, voilà, excusez-moi, il y avait un petit souci. Est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Comment cela fonctionne? Est-ce que ça fonctionne au niveau du corps? Est-ce que ça fonctionne au niveau de l'esprit? Est-ce que ça fonctionne avec des énergies? Certains soignent par l'imposition des mains, d'autres guérisseurs peuvent soigner même à distance. Et la question sous-jacente à tout cela, c'est comment éviter les impostures. Parce que on sait aussi que c'est un domaine, parce que c'est quelque chose qui fonctionne sans toujours que ça se voit. C'est aussi un champ qui permet à des imposteurs d'œuvrer. Et comme c'est un public souvent fragile, qui est en souffrance ou en désespoir et qui peut être crédule, ou en tout cas en désespoir de cause, avoir recours à eux, ils peuvent même faire commerce avec cette souffrance et ce malheur de ces personnes, et c'est ce qui peut déranger ou c'est ce qui peut faire aussi qu'on ait peur d'avoir recours à des guérisseurs. Alors, ce soir, on a tenu à vous réunir tous les deux. Donc, Jean-François Bourbon, vous êtes guérisseur. Enfin, je vais peut-être te tutoyer. Ce sera Oui, plus ce facile. sera plus simple. Et Oui, Éric Dudoit, qui est psychologue, qu'on connaît bien au Point Rose, et qui est responsable de l'unité de psycho-oncologie au CHU de la Timor, en service de soins palliatifs. Et donc, vous êtes quelque part tous les deux représentatifs, Jean-François, du monde des guérisseurs, de cette médecine qu'on dit parfois parallèle ou non conventionnelle, et Éric, qui œuvre au sein d'un CHU, dans un service de soins palliatifs. Tu es représentatif de la médecine la plus traditionnelle, celle à laquelle on a traditionnellement recours quand on souffre. Et en même temps, et c'est pour ça que vous êtes là tous les deux ce soir, il vous arrive de travailler ensemble, vous vous connaissez bien, et c'est même toi, Eric, qui m'a fait connaître Jean-François, et je trouvais particulièrement intéressant qu'on vous réunisse ce soir, parce que vous êtes de ces deux mondes qui se rejoignent, et en même temps, vous avez un grand point commun, c'est que ce que vous faites tous les deux, a priori,
En tout cas, quand vous le faites, ça ne se voit pas. Vous n'avez pas un stéthoscope, vous n'avez pas une piqûre. Vous soignez avec des choses invisibles qui peuvent agir ou pas agir. Et donc, c'est tout ça qui a fait que votre rencontre ce soir m'intéresse tout particulièrement. Et je vous remercie vraiment tous les deux d'être avec nous. Et je voudrais commencer par cette question, en vous la posant à tour de rôle. C'est un guérisseur, qu'est-ce que c'est pour vous deux? Alors, Eric, Jean-François, tu commences. ou Eric, Je je vous suis. laisse. Bon, Alors, je commence. Alors, un guérisseur, c'est vaste en fait. Déjà, il y a le mot guérir, mais bon, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'on ne guérit pas tout. Un guérisseur, c'est une personne qui va aussi bien soigner avec les énergies, mais aussi qui va soigner par de la médiumnité. C'est-à-dire que suivant les cas, on peut recevoir des informations, des mots, et on sait directement où il faut travailler. En fait, on se connecte, tout simplement. Alors, ça peut faire au perché, et le souci, effectivement, c'est quand même pas mal de monde qui est au perché dans ce genre de pratique. Mais après, il y a aussi les radiesthésistes, les magnétiseurs, il y a plein de choses, hein. Disons que guérisseur, c'est un peu un condensé de tout ça. Et un guérisseur aussi prend le temps d'écouter, de voir les personnes, voit au-delà de la face, je veux dire, de ce que l'on voit habituellement, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la personne en profondeur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, de ton côté. De mon côté, j'ai une double réponse. La première réponse, c'est mon enfance. Moi, je viens du Berry, donc du centre de la France, dans le lieu où il y a tous les sorciers possibles, inimaginables, Dixit, George Sand. Je suis bien d'accord avec elle, c'est-à-dire que j'ai été élevé dans une famille où deux guérisseurs qui coupaient le feu, qui faisaient plein de trucs, etc. Et il paraîtrait de cette famille que j'avais, entre guillemets, des facultés ou un don, etc. Et je m'en suis toujours un peu détaché, non pas comment on peut dire, du haut de ma science, etc., mais parce que guérir le corps ne m'avait jamais intéressé, mais alors jamais. Et c'est en rencontrant bien des années plus tard monsieur François Bourbon, que je me suis dit, allez, finalement. Et puis, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, en fait, sur cette façon de procéder que je trouve, je continue à travailler avec lui, on est en pleine recherche. C'est-à-dire que pour moi, le monde des guérisseurs tel qu'il est vu par monsieur Jean-François Bourbon, avec lequel je suis entièrement d'accord, c'est un monde de recherche. Et je m'en sers aussi à la fac. Parce que en psychothérapie, on se demande toujours comment on guérit quelqu'un, si tant est qu'on guérisse, et c'est du même acabit quelque part. Alors, vous dites tous les deux un monde de la recherche, mais de la recherche à quel niveau? Savoir comment véritablement le processus de guérison opère? Est-ce que c'est quoi le monde de la recherche? Il y a plusieurs angles. Après, je laisserai Jean-François parler, mais il y a plusieurs angles. Il y a d'abord l'angle de qu'est-ce qui opère. Donc ça, j'allais dire, c'est une recherche un peu générale, un peu comme en psychopathie, où on se demande, de manière traditionnelle, on pense que quand on va chez le psychologue, c'est l'interprétation de sens qu'il donne qui nous guérit. C'est totalement faux, hein, je vais le dire de suite. L'interprétation de sens que je me donne peut faire quelque chose, mais pas ce qu'il me donne lui. Donc, ça, c'est le premier sens de la recherche. Puis il y en a un deuxième qui me plaît beaucoup chez Jean-François, c'est qu'il est pointilleux. Et donc, comment. C'est vraiment. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, quelle est la science des roues, des puits, des chakras, vous appelez ça comme vous voulez, et comment ça peut aller sur un organisme, qu'est-ce que ça peut faire, pourquoi cet organisme est en disharmonie, comment on peut le rendre harmonieux. Et surtout, ce que j'ai aimé chez Jean-François, c'est la même chose qu'en psychothérapie, c'est je demande d'abord à l'être humain l'autorisation de travailler sur lui.
C'est-à-dire, si je ne demande pas l'autorisation, c'est pas éthique. Ça ne se fait pas, comme dit l'autre. Et c'est vraiment très, très important, en tout cas pour nous. Donc, à chaque fois que je fais quelque chose dans ce sens-là, je demande à la personne si elle est d'accord que je puisse ou qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Et le sens vraiment d'une recherche, comme on ferait une recherche médicale, mais au lieu de la faire avec une double randomisation en double aveugle, comme a fait M. Feinser et autres, nous, on ne fait pas de modèle mathématique, on fait l'expérience à la première personne. Donc, on demande à la personne de nous dire jour après jour comment elle se sent, etc. Et je pense que Jean-François va nous en dire plus, c'est son royaume. Alors Jean-François, est-ce que c'est Donc, aussi... j'écoutais avec. Est-ce que tu Alors, demandes aussi son accord au patient? ouais, très souvent. Alors, si la personne, évidemment, peut parler, si elle est consciente, mais il y a aussi le chemin de vie de la personne, donc on ne peut pas aller contre le chemin de vie d'une personne, on ne peut pas aller faire des soins, couper les douleurs, faire des choses comme ça, si la personne refuse. C'est-à-dire, on n'est pas des sauveurs de l'humanité, donc il faut avoir d'abord un respect envers chaque personne, je veux dire. Donc il faut commencer par ça. Après, c'est vrai que on est constamment en recherche parce qu'on cherche toujours à avancer, à pouvoir faire des choses mieux, on va dire, tout simplement, pour que les personnes souffrent moins, pour que ça puisse les aider. Tu vois, par exemple, en chimio, on peut couper les effets négatifs de la chimiothérapie. Et en même temps, on va parler de tout ça un petit peu, c'est il y a plusieurs techniques, tu vois. Les guérisseurs, certains se servent de prières, il y a d'autres d'incantations, enfin, il y a plein de choses, de pierres, de ceci, de cela. En fait, je pense que ce qui a bien plu à Eric, c'est que ce qui est de mieux à l'heure actuelle, c'est la coupure par ordre mental. C'est-à-dire que c'est une décision, c'est un engagement mental de couper la brûlure, de couper les nausées, de relancer les chakras, de faire plein de choses comme ça. Et ça fonctionne super bien. Et autant une prière peut limiter dans la majorité des cas, je veux dire, l'intervention, autant là, on peut innover, on peut aller plus loin, on peut essayer d'agir sur certains organes, on peut les nettoyer, les réactiver, on peut travailler sur le sang par rapport aux globules blancs. Alors, je ne dis pas que c'est du 100% à chaque fois, évidemment. On ne marche pas sur l'eau, comme je dis. Mais il y a des fois où ça marche bien, ouais. Et puis ça marche, notamment les globules blancs. J'ai des personnes, du jour au lendemain, les globules blancs sont remontés, ils ont pu passer leur chimio. Et ça, c'est pas exceptionnel, malgré tout, ça se fait. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, et excuse-moi, je reformule, ce que tu dis, c'est que le mental aurait Oui, une capacité à s'auto-guérir, que vous faciliteriez tous les deux comment? Avec une prise de conscience? Est-ce qu'il faut que ce soit une conscientisation et donc une volonté consciente? Ou vous vous connectez à la personne sans forcément qu'elle soit consciente pour aller toucher à cette volonté inconsciente de guérir ou de ne pas guérir. Ce qui pose quand même ce postulat que quelque part, on serait presque d'accord avec le fait d'être malade, ou en tout cas que dans notre chemin de vie, cette maladie ne tomberait pas par hasard ou ne nous arriverait pas sans qu'on ait une part inconsciente qui soit d'accord avec ça. C'est ça que vous voulez dire? non, pas vraiment, tu vois, parce que tomber malade, je veux dire, enfin, l'expression tomber malade, mais avoir une maladie, je veux dire, ça peut aussi bien être provoqué par soi-même, je veux dire, par des chocs psychologiques que l'on a eu avant, mais ça peut être aussi simplement des produits chimiques qui peuvent être pardon, dans les aliments et qui peuvent, ou dans les cosmétiques, tout simplement. Je veux dire, on parle de plus en plus de produits cancérigènes, c'est pas anodin non plus. Et je veux dire, la personne ne demande pas à tomber malade, ni à être empoisonnée à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est une décision, c'est un ordre mental. Alors, si tu veux, c'est assez simple en fait, parce que le, le système de base, c'est apprendre à couper le feu. Et ça, tout le monde peut apprendre à couper le feu. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et, Alors comment? si tu veux,
je peux pas le dire comme ça, mais en 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je peux t'expliquer et tu pourras couper le feu. Mais c'est pas pour ça que tu vas aller, faire des coupures de feu au 3e degré, je veux dire. Couper le feu pour la majorité des gens, un petit coup de soleil, une petite brûlure, oui, ils y arriveront facilement. Encore faut-il que la personne soit intéressée aussi, parce que tout le monde ne fait pas de musique, tout le monde ne fait pas de sport, il faut avoir un attrait pour ça, bien sûr. Mais c'est simple et c'est reproductible. C'est pas de la magie, quoi, je veux dire. À partir Alors, de ça là, veut... ouais, Oui, pardon. Ouais, écoute. peut-être ce que dit pas JF encore, c'est que moi, ce qui m'a bien plu, alors ordre mental, je crois qu'on n'a pas les mêmes définitions du mot mental, mais ça, c'est pas un souci. Mais j'ai beaucoup appris grâce à cela, parce qu'en fait, il oblige une posture interne et une posture de l'Advaita, qui est la posture de la non-dualité. C'est-à-dire que sous couvert de, parce que je le connais, le zouave, c'est simple, tout le monde peut le faire, il faut avoir sacrément travaillé sur soi. Parce qu'en fait, le pire empêcheur de tourner en rond du guérisseur, ce n'est que lui-même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être. C'est comme la théorie de Shannon sur les canaux cognitifs, les canaux communicationnels. Il faut que le canal soit quand même bien, bien propre. Parce que ça passe par des. J'aime bien les maîtres de sagesse indiens qui disent que finalement, nous baignons dans la conscience et nous sommes des vagues. Et en fait, de vague en vague, parce qu'on baigne dans la conscience, on est tous, comme disent dans le bouddhisme, on est tous reliés, on est tous amenés à faire la même chose, comme dans le film Avatar, en fait. Mais si et seulement si, celui qui est l'émetteur d'une intentionnalité, c'est pas l'ordre mental, c'est une intentionnalité dans quelque chose qui est l'intentionnalité de la vie. D'où la demande à faire sur le sujet qui va être le receveur, entre guillemets, d'une opération dont lui-même, dans l'espace et dans le temps, peut être l'opérateur. C'est un peu compliqué, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que on ne vit pas qu'on est guérisseur, ou alors on est dans le Berry au siècle dernier. Bon, dans ce cas-là, on a une propre vision. En tout cas, la vision que j'en ai moderne, c'est qu'on ne vit pas dans un seul espace-temps. Il y a plusieurs espaces-temps qui sont compréhensibles dans le sens cognitif et dans le sens physique du terme. Et comme disait Christiane Singer, l'amour, c'est pas une émotion, c'est une dimension de l'espace-temps, une dimension de l'espace. Et c'est basé, moi, ce qui m'a ébloui chez ce monsieur, c'est la capacité d'aimer. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve chez mes étudiants. Un bon psychologue, c'est pas un bon théoricien. Enfin, c'est bien, c'est des théoriciens, mais c'est quelqu'un avant tout qui a une capacité d'amour non jugeante et suffisante pour que quelque chose advienne. Ce que vous êtes en train de dire tous les deux, c'est qu'en fait, vous soignez d'abord avec l'amour, avec la dimension d'amour. Totalement. La posture ou l'intention que vous mettez dans le fait d'aimer vos patients est déjà un prérequis pour que ça fonctionne. Oui, ça fonctionnera mieux, bien mieux. Quand on est entouré de. C'est-à-dire que quand on fait un soin, à ce moment-là, si on pense à l'amour inconditionnel, qu'on aime les êtres humains, en fin de compte, le soin, ouais, on va le sentir vraiment, ça se passe. C'est totalement différent, on le ressent beaucoup plus en profondeur et on sent surtout que les effets sont beaucoup plus importants sur la personne. Et c'est vrai que c'est largement la cerise sur le gâteau, quoi. C'est formidable quand on arrive à ça. C'est pas extraordinaire, je veux dire, hein. Plein de monde peut le faire, ça. Mais il suffit déjà d'aimer les gens, tout simplement. Et juste ça va déjà les aider. Mais ça, il n'y a pas besoin d'être guérisseur pour avoir cet amour-là, malgré tout. Je veux dire, toutes les personnes qui se donnent dans les associations, tiens, pour pas les nommer et autres, sont elles aussi à la fois des
des personnes qui guérissent, parce qu'elles vont aider, elles apportent beaucoup par l'amour qu'elles apportent. Alors, oui, pardon. Non, juste, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-François. On ne se rend pas compte dans notre monde d'une notion, parce qu'on l'a perdue avec la distraction. On est tout le temps en train de se distraire, mais il y a une autre notion hyper importante, humaine et méta-humaine, c'est-à-dire chez les animaux aussi, c'est la joie. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un petit chihuahua, et ce que m'a appris ce couillon de chien, c'est que lui, si je suis en joie, ça va. Si je ne suis pas en joie, il s'inquiète. Et j'ai cette sensation, lorsque nous pratiquons, et ce qu'on m'a enseigné, Jean-François Bourbon, il faut savoir que moi je suis un padawan, c'est le Jedi, c'est lui. Ce qu'il m'a enseigné, c'est justement que ça donne de la joie. Et alors déjà, moi j'en avais quand j'étais au cabinet, j'en avais quand j'étais à l'hosto. Maintenant, quand je suis à l'hôpital et que je prends les mains, parce qu'on peut le faire à distance, mais on peut le faire in une joie incommensurable. Et c'est pour ça que je rends grâce à l'autre, c'est-à-dire que l'autre est participant pleinement, etc. Je ne suis pas Dieu sur terre, c'est deux êtres qui enfin ont compris que c'était l'océan. Je te le fais simple. À un moment donné, après ils peuvent oublier. Alors, je rebondis quand même à ce que tu as dit, Jean-François, en disant que tous, on peut être coupeur de feu, enfin, en tout cas, avoir un lien. Est-ce que donc ça Avoir veut dire quelques bases. qu'on va chercher en soi la ressource? Elle est en nous? Ou est-ce qu'elle est autour de nous? C'est quoi? C'est des énergies? C'est une part inconsciente de nous? C'est une intelligence du corps qui sait mieux que le mental, qu'il a cette ressource en lui, un peu comme ce que montre Corinne Sombrun dans ses travaux. C'est quoi en fait qui agit et où on va chercher la ressource? En fait, c'est très très vaste. Il y a tellement de choses. Rien que pour ça, on pourrait faire une émission, mais en schématisant, quand je dis tout le monde peut apprendre à couper le feu, c'est simplement un ordre mental, un investissement mental, une décision. Je coupe le feu, je coupe la brûlure. Évidemment, c'est comme apprendre à faire du vélo, c'est comme apprendre à jouer de la musique sur une guitare ou à jouer au tennis, je veux dire. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut prendre une guitare ou une raquette de tennis et envoyer la balle de l'autre côté, je veux dire. Tout le monde peut y arriver. Il suffit d'apprendre quelques petites techniques et puis là, c'est pareil, tout simplement. Alors évidemment, c'est que le mental, c'est la décision, c'est surtout se défaire de nos barrières limitantes parce que on a eu notre éducation familiale, religieuse, après la vie de tous les jours, de toutes les personnes qui sont autour de nous, et on est quand même très, très, comment dirais-je, dans un carcan, ni plus ni moins. On peut faire ceci, on peut faire cela, on ne peut pas faire autre chose, c'est pas possible. Là, c'est que du mental. Et comme l'expression que j'aime bien, ça te fait rire, tu vois, c'est nous, un fou, on va dire, c'est sur les dessins représentés il y a quelques années, c'était l'entonnoir sur la tête, avec le petit bec tout en haut, quoi, je veux dire. Et nous, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on collecte, on s'intéresse à tout, et on reçoit aussi des informations. Et ça, c'est très important. C'est vrai que ça nous Ça donne veut dire que oui, la des coupure solutions. finalement autour de nous, c'est aussi sortir de cette représentation où il y aurait d'un côté le corps, de l'autre l'esprit, où il y aurait nous et le monde, et le reste du monde, et de retravailler avec ces liens entre tout. Et c'est une expression que tu emploies souvent, Eric, que j'aime beaucoup. Tu dis, tu parles de perméabilité, que les choses, elles ne sont pas séparées, mais souvent, elles sont imbriquées. Et est-ce que c'est ça aussi, de travailler avec ces liens qui sont aussi bien extérieurs qu'intérieurs? Oui, tout à fait. Après, j'avais quelque chose à dire, puis je viens de l'oublier. Donc, évidemment, c'est un peu plus compliqué comme enchaînement.
Donc, je passe le micro à Eric. Voilà. Pour ce qui est de ma part, déjà, au niveau psycho, je disais aux gens, ça flotte autour de vous. J'avais pris ça dans les bouquins de mon ami Daniel Leroy. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était vraiment ce que je vivais. Et là, maintenant, avec la coupure, avec l'aspect guérisson, etc., c'est beaucoup plus marqué que ça. C'est réellement des informations. Alors, pour expliquer comment on reçoit les informations, j'en sais strictement rien avec ça. Mais fondamentalement, je dirais fondamentalement, je pense que l'univers est informatique. C'est-à-dire que c'est des informations et qu'elles ne sont pas. Alors, nous, on aimerait bien que ça soit un petit peu contrôlé comme le web ou autre chose, mais non, c'est la vie qui contrôle ça. Et s'il y a une information que le thérapeute peut, enfin, le guérisseur peut avoir, c'est comme ça. Il n'y a pas de. En tout cas, ce n'est pas une activité mentale comme quand on donne un cours, comme quand on est en train d'étudier quelque chose, etc. C'est ça que je pense qu'il faut bien séparer. C'est-à-dire que le guérisseur, ce n'est pas quelqu'un qui va faire une interprétation possible et inimaginable de quelque chose qu'il possiblement perçoit. Je suis clair. Oui. Alors moi, du coup, ça m'amène à une question, évidemment, moi, qui m'interpelle. C'est le lien qu'on peut faire entre ce qu'on appelle la médecine parallèle, dans laquelle il y a une sorte un peu fourre-tout. Est-ce que d'ailleurs on a le droit de parler de médecine, vous allez nous le dire, dans lequel on a l'impression qu'il y a tout un tas de thérapies, de thérapeutes qui exercent, certains sérieux, d'autres moins sérieux, et puis la médecine dite traditionnelle ou conventionnelle, et le lien entre les deux. Est-ce que c'est, comme je le disais en introduction, un lien qui se fait en désespoir de cause? C'est-à-dire vraiment, est-ce qu'il faut qu'on ait perdu toute confiance et tout espoir en une médecine traditionnelle qui nous rassure avec ses outils, sa façon de voir le monde, le corps, l'esprit et comment on agit, pour ensuite investir cet autre domaine des médecines dites parallèles? Comment vous faites le lien tous les deux, vous qui représentez les deux, comment vous faites le lien et à quel moment on peut avoir recours à un guérisseur? Est-ce que ça, vous pouvez chacun vous répondre, votre point de vue sur ça? Tu veux y aller ou j'y vais? Non, vas-y, je t'écoute. Il y a un petit mot qui me vient là. Donc, moi, j'ai été élevé, j'ai tendance à dire que j'ai été élevé dans ce qu'on appelle le New Age. Donc, cette nouvelle, c'était Ferguson qui disait ça dans les années 80, c'est-à-dire comme quoi il y allait avoir quelque chose de nouveau, machin, etc. Et on le voit, hein, on le voit surtout sur les réseaux sociaux, avec le Grand Reset, avec etc., etc. Et je ne suis pas forcément très d'accord avec eux parce qu'ils font que ajouter à la médecine traditionnelle qui est déjà très mal en point. La médecine traditionnelle, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la médecine allopathique. La médecine traditionnelle, c'est les guérisseurs. La médecine allopathique qu'on connaît, c'est la médecine du 19e siècle anatomopathologique. C'est-à-dire qu'à un moment, on a décidé que les blessures que nous avions du corps ou de l'esprit n'étaient pas des entités à part, des êtres-côtés ou des, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais étaient des formes anatomopathologiques qu'on pouvait observer via des microscopes qu'on a eu de plus en plus puissants. Et puis surtout, il y a une observation très clinique et mentale d'une maladie et en testant des médicaments. Alors, moi, je suis pour cette médecine aussi. Ça fait 30 ans que je suis dans un CHU et je trouverais idiot de cracher de jeter le bébé avec l'eau du bain.
mais je ne suis pas couillon non plus. C'est-à-dire que je suis moi-même chercheur et je sais que les modèles mathématiques sont des modèles qui sont interprétables, pas comme on veut, mais on peut quand même les tordre un peu. Un exemple bête, par exemple, à la télé, lorsqu'on me parlait à chaque fois de ce fameux virus, machin, muche, on ne me donnait pas le petit p, c'est-à-dire l'indice du seuil d'erreur. C'est-à-dire que pour qu'une science soit science, il faut que je puisse, ce qu'on appelle le H0, que je puisse l'annuler. C'est pour ça que la psychanalyse n'est pas une science, par exemple. C'est-à-dire que je puisse dire, dans tel et tel cas, ça ne marche pas. Et on s'est rendu compte que dans nos médias, mainstream ou ailleurs, hein, c'est pareil, on était devenus tous des microbiologistes. Alors, je savais qu'au moment du foot, on était tous devenus des joueurs de foot, hein, au moment du mondial. Là, on est tous devenus microbiologistes. Et donc, chacun y va de son petit grain d'ivraie. Donc là, il faut toute raison garder, redescendre. Mais pareil pour les médecins, pareil pour moi. Moi, je suis chercheur. Ça ne fait pas de moi un mec qui sait mieux qu'un autre. Donc, il faut que chacun redescende un peu de sa petite tour voix et se rende compte qu'il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Et puis après, on prend des décisions suivant ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. En médecine, vous le savez, la décision, c'est qu'est-ce qui est le bénéfice-risque. C'est cette sorte de balance qui est en fait une balance qui a été mise au jour par Aristote. C'est donc nouveau pour savoir s'il y avait un bénéfice, etc. Et il faut savoir que cette médecine-là, elle a fait des progrès et elle en fait encore et elle nous montre des voies qui sont intéressantes. Là où ça ne va plus, c'est quand cette médecine-là devient une religion. On l'a vu avec le Lancet Gate. C'est-à-dire on a pris le plus grand journal du Lancet en Angleterre, le plus grand journal où nous, tous les scientifiques, on a foi en ça, parce que finalement, les scientifiques, c'est quoi? C'est des gens qui disent des choses, et au bout d'un moment, on établit une sorte de base de données, une base de données de la réalité. Mais si cette base de données, elle est foireuse, parce qu'il y a des gens qui commencent à trafiquer dedans, ça devient compliqué. Et c'est ce qui s'est passé dans notre monde. C'est-à-dire que moi, je suis né, on me disait, tu prends le Doliprane, pourquoi? Parce que le docteur l'a dit. En gros, si j'avais été au Moyen-Âge, c'est tu prends tel produit, pourquoi? Parce que le curé l'a dit. C'est du même ordre. Et là, maintenant, on se rend compte que notre science, ben, comme toute chose, puis c'est bien qu'elle soit comme ça, elle est en mouvement, elle n'est pas statique. Et donc, il y a des choses qu'on savait, qu'on sait, qu'on reçoit, etc. Et en cancéro, parce que je travaille en cancéro, on s'est aperçu qu'on devait vraiment revenir à des moments, à ce qu'on appelle les soins de support. Alors, on appelle ça soins de support parce que le droit français est très particulier. Par exemple, en France, je suis docteur en psychopathologie et psychologie clinique. Je ne peux pas mettre dans la rue docteur Éric Dudois. Je peux le mettre où je veux, mais pas dans la rue. Dans la rue, c'est qu'un médecin. Mais un médecin, sa thèse, ce n'est pas une thèse de science, c'est une thèse de pratique. Une thèse de science, c'est ce qu'on fait quand vraiment on fait une recherche, etc. Et donc, c'est très particulier, ces choses-là, mais toujours est-il qu'on s'est aperçu par des études scientifiques qu'on avait besoin des médiums, des thérapeutes, de tout ce qu'on appelle la médecine dite non conventionnelle, c'est-à-dire non remboursée par la Sécu, qui permettait en plus de la médecine allopathique d'avoir des résultats absolument étonnants à certains endroits. C'est comme ça qu'on a construit, la TIMO, on a construit l'unité de soins et de recherche sur l'esprit, c'est-à-dire de se dire, purée, quand j'envoie un patient en radiothérapie, il ne faut pas que je fasse le couillon, il faut aussi que je lui donne une liste où je lui dise il existe des coupeurs de feu. Et quand bien même, ça serait l'effet placebo, mettons. C'est déjà gagné. Oui.
Alors, j'en profite pour faire écho à une remarque que nous a envoyée Valérie, parce que toi, Eric, tu es très ouvert à ces soins de support, à ces thérapies alternatives, mais Valérie nous écrit que quand elle a voulu, lors de sa radiothérapie, faire appel à un coupeur de feu, son médecin lui a interdit au motif que cela pourrait annuler le traitement. Dans toutes les professions, il y a des cons. Je vais le faire ça parce que je n'ai pas le temps à perdre. Dans toutes les professions, il y a des cons. Et un doctorat n'a jamais enlevé la connerie. J'en ai plusieurs. Donc Valérie a changé d'oncologue, d'ailleurs, on nous précise qu'elle a changé d'oncologue suite à ça. Après, il faut que les gars, ils arrêtent d'être puissants. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, mon patron, puisqu'on l'appelait comme ça, hein, mon patron me disait, ici, c'est comme un bateau, après Dieu, il n'y a que moi. Non, non. Après Dieu, il y a 1 milliard de choses. Toi, tu es comme les frères humains, et j'ai besoin de ton savoir, de ce que tu as appris, de ton amour, etc. Mais je n'ai pas besoin de ton ego et de ton orgueil. Et donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas compris que le fait d'avoir un doctorat, c'est juste le fait d'être pas trop con, en gros, d'être un mouton pas trop idiot et d'avoir usé ses petits pantalons sur le bot, voilà, c'est tout. On sait en psycho qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Ça ne me viendrait jamais à l'idée de condamner un poisson parce qu'il ne sait pas marcher, il ne sait pas monter à l'arbre. Ou de condamner un singe parce qu'il ne sait pas aller sous l'eau. Eh bien, il y a des êtres humains qui sont poissons et il y a des êtres humains qui sont arbres. Et faire des études, mais L'autre zèbre, dirait voilà, mon amie Jeanne. faire des études, c'est bien, mais c'est juste bien. Faut qu'on arrête cette société où ça, c'est super bien, et puis le reste, c'est moyen. Moi, je trouve, l'autre jour, j'étais avec un monsieur que j'aime beaucoup, qui est mon plombier. Il est meilleur que moi. La tâche, il est meilleur que moi. Moi, je n'y suis pas arrivé. Mais ce Alors, qu'il est capable de Jean-François, faire avec la plomberie, comme je l'observais, comme un grand couillon, ce qu'il fait avec le réel, ben, ça peut être fait avec les énergies. Mettons, c'est un modèle. Et puis après, il faut pousser le modèle. Parce que si on étudie le monde, entre guillemets, ou le monde de, de l'énergie avec des modèles matérialistes, ben, un modèle, c'est juste quelqu'un qui va émettre une hypothèse pour montrer son hypothèse. Si c'est matérialiste, il pourra montrer que de la matière. Donc il faut qu'il intègre à l'intérieur de lui une autre dimension. Et qu'après, avec les objets technologiques, on puisse avancer. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, nous tous, les humains. Moi, j'ai besoin des médiums et des guérisseurs. Sinon, je ne peux pas travailler. merci Eric de ce que tu partages, parce qu'on a souvent l'impression qu'on a un peu le droit ou qu'il faut vraiment être confronté soi-même à un malheur ou à la limite et au désespoir pour casser un peu ces croyances limitantes dont tu parlais, Jean-François. Alors, Jean-François, toi, comment tu vois cette différence, comment tu te situes par rapport à la médecine conventionnelle et comment tu situes ton champ d'intervention par rapport à cette médecine? Alors, déjà, pour répondre à la question précédente, on va dire concernant quand est-ce qu'il faut voir un guérisseur ou autre, évidemment, chaque personne agit différemment, mais il est clair, notamment pour des rayons, c'est bien de faire une coupure de feu à chaque séance de rayon. Parce que quel est l'intérêt du guérisseur? C'est d'accompagner. Tu vois, une personne pendant la chimiothérapie, suivant les cas, elle s'épuise parce que évidemment, c'est c'est pas du Coca-Cola qu'ils boivent. Et, encore le Coca-Cola, c'est peut-être pas la bonne explication. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes-là peuvent avoir des réactions très négatives à la chimio, notamment, donc s'épuiser, se fatiguer, des nausées, des maux de tête. Et ce qui est important, c'est de pouvoir les aider pendant cette étape-là, de façon qu'en chimiothérapie et aussi en rayon, de faire les coupures dès les premières séances, parce que comme ça,
la personne qui arrive à avoir 25 ou 30 séances, elle n'est pas brûlée. Il faut aussi savoir, c'est que des fois, on nous contacte ou on me contacte parce que la personne, c'est la 20e séance, cancer du sein, le cancer typique, on va dire, et, et, ben, et elle est brûlée, elle est vraiment brûlée. En 3 jours, c'est sec et c'est cicatrisé. Alors, on va me dire effectivement que c'est pas prouvé ni reconnu. À côté de ça, les personnes les manipulatrices, elles disent aux malades, vous êtes suivi par un barreur de feu, parce que sinon, ce ne serait pas comme ça. Donc, évidemment, il y a beaucoup de monde qui n'en parle pas, ou très peu, mais ce qui est important quand même, c'est que dans ce genre de pathologie, si on peut dire, c'est de faire dès le début, parce que c'est un vrai plus pour la personne. Après, ça ne va pas guérir, ça va juste couper les effets secondaires, les effets négatifs, on va dire. Mais ça va, par rapport à ce qu'a dit la personne tout à l'heure, là, concernant la radiothérapie, il est clair que ça, non, non, on coupe juste le coup de soleil, qu'on va dire, la brûlure, mais ça n'intervient absolument pas sur le cancer. Ce qui est important aussi, tiens, on va s'écarter de la question, ce qui est important aussi, c'est de ne pas envoyer d'énergie dans des cellules cancéreuses. Parce qu'on a beau dire que l'amour, que l'énergie est amour et patati et patata, mais on voit bien dans la vie réelle de tous les jours que l'énergie n'est pas qu'amour. Sinon, ça se passerait bien mieux à l'heure actuelle. Et c'est important de ne pas envoyer d'énergie, simplement parce qu'on ne sait pas si la personne, si ça ne va pas aussi bénéficier sur les cellules cancéreuses. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont tendance à faire un peu n'importe quoi en janvier. Voilà. Alors Je me suis un évidemment, peu ben, écarté. non, mais tu m'amènes sur le sujet qu'on a tous en tête, j'imagine, tous ceux qui vous écoutent, c'est les imposteurs. C'est-à-dire à quel moment, en plus, tu nous mets en garde en nous disant que même en travaillant avec des énergies, l'énergie n'est pas qu'amour et elle peut être même négative, en tout cas avoir des effets négatifs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les imposteurs? Moi, j'en ai connu, j'ai connu des guérisseurs formidables et j'ai connu aussi des imposteurs à un moment où j'étais particulièrement fragile parce que ma fille était en fin de vie et il ne restait plus aucun espoir et le seul espoir, je pouvais l'imaginer dans quelque chose qui n'était plus de la médecine conventionnelle. Et comment éviter de tomber sur un guérisseur qui fasse commerce de ce malheur? Et on en connaît aussi beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour aider à faire la part des deux et quelle est la bonne attitude que vous préconisez, qu'on pourrait reconnaître chez un guérisseur sérieux? En fait, déjà, il y a le bouche à oreille. C'est la meilleure publicité. Il n'y a pas autre chose. Tu verras, c'est pas la peine de voir partout. Tu vois plein de choses où mais ce qu'ils font, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ouais, c'est pas comme ça. Non, c'est uniquement le bouche à oreille. Le bouche à oreille, et puis la personne qui va demander des fortunes, c'est un peu, ouais, c'est son business aussi. Voilà. Donc c'est quelqu'un déjà qui n'est pas dans l'ego, c'est quelqu'un qui a l'amour des êtres, simplement. Alors évidemment, dire la personne de lambda va pas savoir. Il faut simplement qu'elle se renseigne autour d'elle de cette personne, simplement. Toujours pour le bouche-oreille. C'est la meilleure chose. D'accord. Mais Oui. nous, à Latiman, on a travaillé avec le GMP, donc ce qu'on appelle les anti-sectes, etc. Parce que quand j'ai monté le machin en 2005, ils se sont dit, oula, qu'est-ce qu'ils nous fait? Et on a beaucoup travaillé ce genre de choses et on s'est aperçu qu'il y a quelques règles d'or. La première, c'est le tarif. Le mec, pour une coupure de feu, 80 €, violent. Violent, la coupure de feu, c'est tous les jours. Hein. Violent. Il y a après la raison. C'est-à-dire que même si je ne fais pas partie des êtres humains qui pensent que la raison est souveraine
Mais c'est plutôt comme Freud a pensé que la raison n'est pas maîtresse dans sa demeure, elle aide quand même. C'est-à-dire qu'il faut raisonnablement appréhender l'autre. Et personne ne se fait avoir, je vais être dur, hein, en dehors de son propre consentement. Alors, quand je dis ça, bien sûr, je me suis fait avoir, et bien évidemment, quand je me suis fait avoir, je n'étais pas content. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment qu'on travaille sur notre désir. C'est nous qui prêtons à l'autre ce qu'il n'a pas. Il suffit qu'il y ait un charlatan qui dit « je l'ai », on va tomber dedans. À nous d'être raisonnables. Tu vois, moi, quand il y a quelqu'un qui vient et qui me dit oui, moi je vois les auras, ce qui est possible, hein, je connais des êtres humains qui le voient, en contact avec Vénus et avec Mercury du Centauri ou je ne sais quoi, a priori, je suis pas contre. Mais a posteriori, j'ai ma raison. Et s'il commence à me dire des choses abracadabrantes, et je pense qu'on peut tous être comme ça. Le souci, tu l'as dit, c'est que lorsqu'on souffre ou lorsqu'on est douloureux, on est, c'est New York qui précise quelque chose, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est douloureux, on est, alors toi tu disais affaibli. Je ne pense pas qu'on soit affaibli, mais on est parasité. C'est-à-dire que le moi se resserre au trou étroit de la douleur ou de la souffrance. Et donc on n'a plus toute sa tête, on va dire. Mais on n'a plus tout son cœur. Et c'est là où on a besoin d'autres. Et c'est pour ça que je dis, Jean-François peut être quelque chose qui peut nous garder. Et le bouche à oreille, c'est d'autres qui ont fait l'expérience à la première personne de quelque chose. Ouais. Il peut y avoir 100 personnes qui vont à la Ciotat et qui disent que c'est la plus belle baie du monde, et un gars qui va dire non, c'est pas vrai. Oui, ce que vous dites aussi, c'est qu'un thérapeute qui prend emprise sur nous ou dont on peut devenir dépendant et qui nous explique ce qu'on doit penser, faire mieux que nous-mêmes, déjà, c'est attention danger, et que le principe, c'est de vous accompagner, vous, vos patients, pour leur permettre d'être plus libres dans leur façon de se voir et d'interagir avec le monde. Ben, ouais, moi, au cabinet, ce vendredi, hein, j'ai eu une famille qui me posait la question pour un psychologue de Paris, si ce psychologue n'était pas délétère pour leur jeune enfant qui avait 23 ans quand même. Mais il me posait la question, et c'est vachement dur, parce qu'on a des codes dans notre société. Bon, est-ce qu'il a bien son diplôme? C'est-à-dire, est-ce qu'il a le code Adélie? Oui. Est-ce qu'il a ceci? Oui, oui, oui. Mais tout ça, ça ne fait pas un être humain avec des valeurs. Pareil pour la médecine. Et c'est là-dessus, mais en même temps, j'aime bien ça, c'est-à-dire que c'est à nous de chercher une information. C'est pas dehors, c'est pas parce que j'ai quelqu'un qui a 12 doctorats qui est plus valeureux que quelqu'un qui n'en a pas, et vice-versa. Il n'y a pas de truc du dehors qui pourrait me dire ce type-là est sans danger. Est-ce que Jean-François, il t'est arrivé d'avoir des attentes, des demandes? Parce que j'aime bien ce que tu sous-entends, c'est que finalement, quand on se fait tromper ou abuser, et j'aime bien cette idée parce que moi, ça m'est arrivé, c'est que finalement, ça nous parle aussi à nous. Comment on a pu se retrouver en situation d'être abusé? Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, Jean-François, d'avoir des attentes, des demandes que tu as recadrées en disant ça, je ne peux pas répondre, moi, je ne peux pas, parce que tu as sans doute senti cette fragilité dans les patients qui venaient te voir, et comment tu gères ça pour éviter d'aller sur ce terrain glissant? Ah, c'est compliqué.
c'est compliqué, tu vois, parce que je pense à un petit bonhomme qui n'est plus là. Il avait il était en fin de vie, il avait un cancer, il avait quelques années, 7-8 ans. Et il était couché, il était rentré chez lui. Et on m'a contacté par intermédiaire de telle personne et je me suis retrouvé à m'occuper de cet enfant. Le soir, je lui ai coupé la douleur, enfin, je me suis occupé des douleurs parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Au bout d'un moment, parce qu'un guérisseur, ça sert aussi à ça, à faire partir. Ça me ça me fait, voilà. Et ce petit bonhomme, le lendemain, depuis, il s'est levé, il a joué, il a passé sa journée dans sa chambre à jouer, chose qui n'avait pas arrivé, chose qui n'était pas arrivée depuis des semaines, tellement il souffrait. Et son père m'a contacté et j'ai senti évidemment cette demande, cet espoir. Il me dit, vous croyez, il me dit, c'est formidable, il dit, il s'est levé, il a plus mal, vous croyez qu'il y a un espoir? Il n'y avait pas d'espoir. J'ai juste aidé à partir. Voilà, c'est compliqué des fois. Mais après, si tu veux, on peut compliquer pour les accompagnants, les guérisseurs, pour les parents, bien sûr, la famille. Mais nous aussi, on traîne quand même. Mais par contre, c'est vrai que tu as des escrocs qui vont abuser complètement, je veux dire, parce que ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, je veux dire, et puis ils n'en ont rien à faire, et puis ils vont même menacer les personnes, j'en ai vu, hein. Après, tu as les pervers, tu en as encore, tu as plein de choses, quoi, je veux dire. Et voilà, mais c'est vrai que les personnes sont en faiblesse, alors évidemment, Eric, il voit ça de son côté, comment dirais-je, scientifique. Moi, ce que je vois, c'est on voit la même chose, mais pas tout à fait des fois sous le même angle, même si c'est la même chose. Ce que je vois, moi, c'est la souffrance des accompagnants, des parents, notamment pour les enfants. Et c'est vrai que ce serait trop facile d'abuser, mais je veux dire, voilà, faut savoir de quel côté on est dans la vie, quoi, simplement. Et il faut faire attention à ces personnes-là. C'est pour ça que l'amour des êtres est important. Et on ne peut pas se permettre de dire, voilà, tout dépend ce qu'on veut. Moi, si tu veux, très souvent, le premier de l'an, en rentrant de réveillon, si j'ai une bonne idée d'allumer mon ordinateur, je vois des tas de messages de personnes qui me remercient parce que je les ai accompagnés et qui n'ont pas oublié simplement. Mais là, c'est, comment dire, c'est vraiment, c'est juste du respect mutuel, de l'amour. Voilà. Mais simplement, toutes ces personnes-là, il faut être droit avec. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des possibilités de recours quand vraiment on est tombé sur une personne vraiment qui a abusé, qui a demandé de l'argent, qui a fait commerce et de manière indécente ou malheureusement pas. Et comme quand, par exemple, vous prenez l'exemple du plombier, on peut aussi recourir au service d'un plombier et tomber sur un escroc qui va pas du tout nous faire payer des travaux, qui va pas véritablement faire. Est-ce que dans le domaine des guérisseurs, il y a des recours? Alors là, ça doit être très compliqué, je pense, parce qu'il n'y a pas de garantie décennale, on va dire, dans ce genre de situation. Donc, je ne crois pas trop. Après, je pense qu'il peut y avoir des recours style abus de faiblesse ou autre, des choses comme ça. D'un point de vue purement juridique, je pense que de toute façon, les escrocs, ils sont toujours démasqués à un moment ou à un autre, quoi. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et en attendant, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se faire avoir. En tout cas, il n'y a pas d'encadrement d'exercice de la profession, c'est ça? Non, pas vraiment. Et puis en plus, si tu veux, c'est pas reconnu non plus, de toute façon, ce genre de choses. Donc, je crois pas. Là, il faudrait voir d'un point de vue purement juridique. Mais justement, j'ai jamais été embêté avec tout ça. Donc tout va bien. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut rester méfiant. Je veux dire, les tarifs, de toute façon, si des personnes demandent beaucoup d'argent pour une moindre coupure de feu ou de rayon de ci, cela, méfiance, quoi. Et Et est-ce que voilà. toi, c'est ton métier? Est-ce que Non, c'est ta profession ou c'est quelque chose que tu fais en parallèle? ah non, c'est parallèle. Je travaille la journée, je travaille 8 heures non-stop sans prendre le temps de manger pour
pour avoir du temps pour arriver à mon bureau et puis prendre ma cape de super-héros et voilà. Tout simplement, Alors, je ne suis pas dépendant de cette chose-là et je ne vais pas me dire, moi, ici, tout le monde vient. C'est pas une question d'argent. Personne qui n'a pas d'argent viendra, je suis est-ce que, guérisseur, pas businessman. est-ce que tu refuses parfois de soigner ou de prendre un patient? Alors, non, jamais. Jamais, jamais. Alors après, évidemment, suivant on ne peut pas dire qu'on va tous soigner. Qui peut prétendre ça dans le monde actuellement? C'est pas possible, mais on peut toujours faire quelque chose, agir sur la douleur, tu vois, rééquilibrer les énergies, ça va toujours aider la personne. Voilà, on peut toujours apporter quelque chose. D'accord. Alors, tous les deux, vous exercez, et toi, tu as parlé de ce petit garçon. Merci beaucoup, c'était d'ailleurs très, très touchant, l'exemple que tu as pris de vous accompagner aussi les personnes en fin de vie. C'est-à-dire vous accompagner les personnes quand on sait que sauf miracle, et peut-être que vous pouvez en faire des miracles, on ne le sauvera pas. Qu'est-ce qu'un guérisseur ou qu'est-ce qu'un psychologue comme toi, Eric, qui exerce dans le CHU de la Timone, vous apportez aussi bien, et il y a deux choses importantes que tu as soulignées aussi, aux patients en fin de vie, mais aussi à ses proches, à sa famille, parce qu'il a bien insisté sur le fait qu'ils souffrent. Ils souffrent de leur impuissance, ils souffrent de ne pas pouvoir guérir ou d'assister impuissant au fait qu'on ne puisse pas guérir leurs proches et encore plus leur enfant quand c'est un enfant. Donc, qu'est-ce que vous apportez comme soin à ce stade-là? Eric? Bon, je pensais qu'Eric aurait répondu. Disons, déjà, on va aider les personnes en fin de vie, de toute façon. Alors, Eric, lui, il les accompagne de façon magnifique, c'est extraordinaire. Nous, c'est différent. Mais lui aussi, il le fait un peu maintenant. Mais une personne en fin de vie, qui peut être dans le coma, par exemple, ou autre, et puis qui n'arrive pas à partir, et bien, je vais me connecter tout simplement et je vais lui parler à distance. Et moi, je pense à une personne dernièrement, ça faisait plusieurs semaines qu'elle était dans le coma, elle était condamnée. Et je me suis connecté, je lui ai parlé, je vais parler à son âme, tout simplement. Et je lui ai expliqué que c'était le moment qu'elle parte, qu'elle puisse monter, qu'elle avait de la famille qui l'attendait, qu'elle avait fait son temps sur Terre. Et un quart d'heure après, j'ai eu un coup de fil de la famille me disant qu'elle venait de partir. Donc on peut se dire que c'est le hasard, une chance, c'est un peu de chance dans ce genre de termes. Mais c'est pas les choses que j'aime. J'aime pas accompagner les gens en fin de vie. Je préfère les aider dans la vie. Mais ça fait partie de ce que l'on doit faire. Mais c'est toujours très désagréable parce que, comme guérisseur, à chaque fois, on a l'impression de mourir un peu à chaque fois. C'est compliqué, mais on s'en prend. C'est pas agréable. C'est quelque chose que tu dis souvent, toi aussi, Eric, c'est que pour accompagner quelqu'un qui va mourir, il faut accepter de mourir un peu avec lui. Qu'est-ce que tu peux dire à la suite de Jean-François? Ben, ouais, on a exactement la même démarche. Et c'est vrai que je fais mon métier parce que je suis déjà mort. Soyons clairs, j'ai cette posture-là. Il n'est pas cette posture-là, je ne peux pas le faire. J'ai une posture ouverte où je peux être la personne dans sa chambre ou ailleurs. Et mon moi, Éric Dudois, l'existant d'Éric Dudois est déjà passé. Ce n'est pas lui qui m'intéresse.
Donc, dans ce sens-là, à chaque fois, c'est une mort. Quand l'autre s'en va de l'autre côté, je vais un peu avec lui. Mais en même temps, c'est une joie. Parce que de l'autre côté, je suis désolé pour ceux qui pensent que vraiment il n'y a rien après la mort, c'est une croyance, hein. Ils ont le droit. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment le kiff. Et ça, c'est le bon côté du métier. C'est-à-dire de se rendre compte, après avoir eu très peur, après avoir traversé je ne sais quoi, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont belles. Mais pour revenir sur... On a une maladie dans notre société, c'est de vouloir encadrer les choses. De vouloir, pardon, encadrer. Encadrer les choses. Or, nous, là, je me fais, qu'en tant que guérisseur, on est hors cadre. Et si on nous encadre, on va devenir comme les infirmiers ou les médecins, qui ont des ordres, ce qu'ont pas voulu les psys. Il n'y a pas d'ordre. Au Québec, il y a un ordre de psy. Il faut faire très, très attention à qui a autorité. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'État français est venu me voir et m'a dit « Voilà, maintenant tu vas faire ton service militaire », j'avais le choix entre dire non ou oui. Et j'ai choisi non, béton. Après, j'avais d'autres choix. Est-ce que j'étais insoumis et en prison ou est-ce que j'étais objecteur de conscience? Objecteur de conscience, ça veut dire 2 ans. Mais tout ça, ce sont des choix réels qu'on fait dans la vie et je ne veux pas que ça soit encadré. Je ne veux pas qu'il y ait un conseil de l'ordre des guérisseurs ou des psychothérapeutes qui me disent « tu dois faire cela ». Parce que on finirait comme, alors là j'espère qu'il n'y a pas, que les médecins ne m'en voudront pas, on finirait comme les médecins. C'est-à-dire que dans les CHU, les études dites académiques, c'est 20% des études. 80% sont des études industrielles, payées, fabriquées par les labos. Et c'est les labos qui demandent aux médecins et aux ARC, aux assistants de recherche clinique, de faire les choses pour voir si oui ou non telle substance découverte au hasard peut servir dans telle ou telle pathologie. Eh bien, je trouve que ce système-là, c'est un système qui va nous conduire à un dévoiement. Un exemple bête, mais je suis ni pour ni contre le virus, je m'en fous réellement. Mais par exemple, on peut se poser la question de savoir comment se fait-il qu'un laboratoire comme Pfizer, condamné par 2 fois, puisse continuer. Mais idem pour d'autres laboratoires. Hein. Je prends Pfizer parce qu'il est plus connu à l'heure actuelle, mais il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on a fait suffisamment d'études cliniques pour savoir l'effet du Doliprane que l'on prend, nous, en Occident, à des doses quand même élevées au fur et à mesure d'une année? Alors, dans le jour, on sait à peu près ce qu'il faut. Il ne faut pas dépasser 1 gramme toutes les 6 heures. Donc, en même temps, on a besoin d'études, on a besoin de gens sérieux, mais en même temps, moi, je me pose toujours les questions pour les gens qui surveillent les gens. Tu vois? Et par exemple, en France, on est un des rares pays où, pour faire quelque chose en clinique, il faut qu'on traverse 3-4 commissions de gens qui ne font jamais de clinique. Hein. Et ça, il faut que nous, on le sache, c'est-à-dire qu'on remette les pendules à l'heure. Il y a plein de choses qu'on se dit, on pense que c'est vrai et c'est pas vrai. C'est bête, nous tous, on aime bien aller dormir lorsque le soleil se couche. Il ne se couche pas le soleil. Et donc, ça veut dire que dans notre vie, nous sommes dans des éléments de compréhension différents des éléments de ce qu'on a découvert. Mais ce qu'on a découvert, ce n'est pas la vérité absolue.
Ce n'est pas parce qu'on est au début du XXIe siècle qu'on a découvert qu'on était les animaux les plus intelligents de l'univers. Les animaux qui sont capables de s'envoyer des bombes au travers de la figure, je ne suis pas sûr qu'on fasse mieux que les bonobos. Bon, eux, ils utilisent la sexualité. Mais il faut vraiment qu'on se... L'éthique, ce n'est pas la morale. La morale, c'est je décide dans une société donnée ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour l'ensemble des personnes. On a comme morale que ce n'est pas bien de montrer des trucs porno à des enfants. C'est notre morale. Et heureusement qu'on a cette morale. Donc on ne le fait pas. Et quand on le fait, c'est qu'on a la... C'est pas l'éthique, ça. L'éthique, c'est la question. Qu'est-ce que c'est le bien que je veux faire pour l'autre et pourquoi je le fais? Et nos médecins, et moi y compris, on se pose la question, pourquoi je suis d'accord avec lui et je veux le guérir? Bien sûr, ça, tout le monde dit, bah, pour lui faire du bien. Mais quel bien? C'est un truc que j'avais appris avec du IIIe siècle, c'est-à-dire sur les premiers, les thérapeutes d'Alexandrie, etc., où la question même de la guérison se posait. Alors eux, ils avaient un truc pour le dire que j'adore, c'est est-ce que l'être humain a fait suffisamment le tour de sa maladie pour être guéri, c'est-à-dire que pour pouvoir être guéri, lui accepte la guérison. Pour eux, dans leur tête, les guérisseurs d'Alexandrie, il fallait que l'être humain soit d'accord avec le fait, pour York, soit d'accord avec le fait d'être guéri. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en 30 ans de soins avec des personnes qui sont atteintes d'une maladie qui a quand même une mauvaise réputation, mais j'ai vu des gens qui me l'avouaient presque comme si j'étais un curé, moi. Mais ils disent, finalement, il tombe bien ce cancer. Alors, ce n'est pas les enfants, hein. Là, c'est des adultes. Il tombe bien, ça me permet de faire un point, ça me permet... Puis il y a d'autres moments, il y avait tout c'est très complexe. Je crois que dans notre monde, c'est peut-être à cause de notre ami Cyril Hanouna, on pense de manière binaire, comme Facebook. Mais le monde est fait de nuances. On utilise de l'énergie, par exemple. Un truc que m'a appris monsieur Jean-François, c'est par exemple, quand j'envoie de l'énergie à tout va, comme un fou furieux, parce que j'ai envie d'un truc, ben, n'oublie pas le soleil, mon garçon. Le soleil, lui, sur les bidons de Calcutta, sur les bidonvilles de Calcutta ou sur New York qui brille, et tu vas être à l'ombre. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et à un moment, tu peux te cramer avec le soleil. Et donc, c'est pareil au niveau de quand tu es guérisseur, ben, tu vas faire attention, quoi. Tu vas pas brûler l'autre. Pareil pour le psychothérapeute, pareil. Moi, je vois dans le New Age les gens qui disent là, j'ai la voix un peu enrouée, donc ils me diraient tu perds la voix. Très content d'eux, les oui, les oui. Alors que moi, je leur dirais non, j'ai simplement un emphysème, mon garçon. Mais bon, qu'importe. Il faut faire très, très attention à ne pas être trop directif vis-à-vis de l'autre. Le seul être qui sait ce qui se passe en lui, c'est celui qui est dans ce corps. Alors, ça nous amène à tous les deux, hein, vous parlez en fait de notre pouvoir d'auto-guérison, même s'il est partiel, puisque comme tu le disais, Jean-François, on est dans un environnement qui peut être toxique, on a des maladies qui sont des maladies bien réelles, mais quand même, vous tous les deux, vous attirez notre attention sur ce pouvoir qu'on aurait en soi d'agir quand même d'une manière. Donc, en fait, vous travaillez en permanence avec l'autre dans une forme de relation de confiance pour l'amener soit à mieux vivre sa maladie en souffrant moins, soit à reprendre peut-être un peu plus de contrôle sur sa maladie. Mais c'est quelque chose de réel, c'est ce pouvoir d'auto-guérison dont on parle.
En fait, quelque part, on fait le facteur. On n'est pas des super-héros. Et donc, on va aider. On transmet des choses, des énergies, on peut dire des émotions aussi, suivant les cas, à la personne. Après, là, c'est cette personne-là qui elle-même va travailler quelque part sur elle. C'est clair. En fait, on fait qu'accompagner. Je veux dire, on n'est pas. C'est tout. Je veux dire, on peut juste. Voilà, ce n'est que ça. On peut juste aider, accompagner. On ne va pas révolutionner quoi que ce soit. La personne, après on peut parler d'auto-guérison, de ceci, cela, mais l'auto-guérison aussi, c'est, je veux dire, le bouddhiste tibétain qui est au fin fond de sa grotte dans l'Himalaya, évidemment, il a pas les mêmes sollicitations et il pourra plus facilement, je pense, se soigner. Même déjà, ça sera difficile pour lui. Il faut dire que déjà pour nous, en tant que pratiquants, on va dire, c'est déjà pas évident d'arriver à se soigner soi-même. Donc voilà, il n'y a pas de miracle non plus tout le temps. Il faut démystifier. Et par contre, ouais, c'est facile. Enfin, c'est beaucoup plus simple pour nous d'aider des personnes que de s'aider soi-même aussi. Il n'empêche pas qu'avant, il a bien fallu faire un très gros travail sur soi-même pour en arriver là. Ce que disait tout à l'heure Eric en parlant de nettoyer le tuyau de canalisation. Et ouais, il faut travailler son ego, il faut travailler plein de choses. Je veux dire. De toute façon, une personne dans ces maladies-là, je veux dire, vraiment des maladies graves, on va dire, je pense qu'on purifie bien son ego de toute façon et on enlève plein de scories, de choses sur soi pour devenir la vraie personne que l'on est. Après, pour continuer ce que dit François, il ne faut jamais oublier que les grands maîtres spirituels sont morts de cancer. Et il faut arrêter de considérer la maladie comme étant la pire des choses qui peuvent arriver. Il faut rendre grâce jour après jour, et j'entends ça dans les guérisseurs, de se préciser qui m'empêche de respirer pleinement. Mes frères et même d'autres personnes m'ont dit maladie, on voit bien comme si, parce que j'ai cette maladie-là, je ne suis pas bon ou vraiment, pour être guérisseur, il faut être en parfaite santé. Non, je sais pourquoi j'ai ça depuis que je suis né. Avec. Alors bien sûr qu'il y a des êtres qui m'aident pour continuer. Et puis il y a cette maladie qui m'aide, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas pour rien. Un mec qui passe sa vie à faire passer le souffle de vie à trépas, il a des problèmes de souffle. Pas marrant ça. Le souffle est en pneumatikos, c'est l'esprit. Moi, je trouve ça éblouissant. C'est-à-dire que la vie m'a donné la permission de ne pas être puissant. Elle m'a dit, dans ton corps, ça sera chevillé à toi. Et je suis super content. Quand je ne vais pas bien, j'appelle un certain monsieur Bourbon, je ne sais pas si vous connaissez. Depuis, je réponds à mes sollicitations assez rapidement et qui me permet, alors on travaille là-dessus. C'est-à-dire que moi-même, Eric, je suis le propre sujet de mon étude. Je pourrais expliquer que malgré tout ce que me fait M. Jean-François, ça continue à perdurer. C'est bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, mais pas de moi, Éric Dudois, de moi, l'âme, la psyché, l'être qui fait qu'il y a une petite coince. Et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Si j'ai trop mal, grâce à la médecine allopathique, j'ai des médicaments. Nos amis médiums, guérisseurs, ou etc., ou autres, je pense aux égypto-esséniens, etc. Il y a d'autres méthodes pour rencontrer des parties de mon être et me faire du bien. Ce n'est pas en compétition. Le corps nous parle à travers ces maladies, hein, depuis, on le sait à travers beaucoup d'ouvrages, de travaux, combien les pathologies, même parfois les accidents ou les douleurs, parfois
sont révélatrices d'autre chose, d'une souffrance qui peut être, ou d'émotions qui sont contenues, et le corps peut prendre en charge cette émotion quand on la Oui, tu vois. contrôle par ailleurs. Tu vois, quand les maîtres spirituels meurent d'un cancer, c'est pas parce qu'ils sont défaillants. On dit toujours ça avec le cancer, c'est complètement con. C'est parce qu'ils sont tellement avec le soleil, ils boivent tellement le soleil que le corps tient. Le corps tient pas. Et on va pas dire, ah, mais M. Raman a marché, vous êtes mort d'un cancer. Alors, je vais parler avec vous de l'équilibrage des soins. Pas déconner. Simplement, quand tu bois le soleil, il y a des effets. Et tu le sais, parce que tu es une grande sportive. Les sportifs, moi, à chaque fois, je pensais qu'ils étaient bêtes. Je dis comme ça dans le Berry. Une force, c'est de constater que ben non, ils boivent le soleil d'une autre façon. Au début, ça m'agaçait, maintenant j'ai compris. Et leur façon d'être au monde, de mouvoir leur corps, d'aller à des extrêmes, etc., il y a des choses qui passent à l'intérieur d'eux. Et même un footballeur, je peux dire, putain, merde, c'est pas si bon que ça. Qu'est-ce qu'on fait la société, c'est autre chose. Mais si on arrive à retrouver juste cette petite sagesse, toute bébête, à l'intérieur de nous, de cette distillation du soleil en nous, je pense que si nous tous, on devait être adombrés comme l'a été Bouddha, Jésus ou autre, par une puissance aussi forte que le Christ ou autre, si on n'a pas préparé son corps, on n'est plus là. Alors, le temps passe vite, on ne le voit pas passer quand on vous écoute. Alors, en attendant que peut-être certains envoient des questions, vous avez parlé des enfants et on est le point rose, on ne peut pas ne pas parler des enfants. Vous y êtes confronté, toi, Eric, même si c'est parfois des enfants qui sont plus en pédiatrie, mais ils peuvent être très jeunes aussi. Jean-François aussi, tu as parlé d'enfants. Comment on soigne un enfant? Comment un guérisseur soigne un enfant? Comment on l'accompagne? Et, qu'est-ce qui est différent entre un enfant et un adulte quand on est guérisseur, ou quand toi, Eric, tu l'accompagnes en soins palliatifs? En fait, c'est pareil, que ce soit un enfant ou un adulte. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est pareil. Un enfant ou un adulte, de toute façon, on va dire, c'est les mêmes soins à faire, c'est la même chose. Après, le beaucoup plus compliqué, on va dire, c'est le côté émotionnel du guérisseur. Parce que, évidemment, vous ne pouvez pas vous imaginer comment on s'investit dans le truc, je veux dire. Parce qu'un enfant, je sais que moi, un enfant, j'arrête tout pour un enfant. Parce que c'est notre avenir, c'est notre vie, les enfants, je veux dire. Et pour moi, c'est le principal, je veux dire. Quand je vois un gamin qui est brûlé, je suis administrateur d'un groupe d'horreur de feu sur Facebook avec 2 autres amis. Je sais que j'ai plus trop le temps d'intervenir, mais quand je vois des enfants qui sont bien brûlés, gravement brûlés, hop, j'arrête tout, quoi, je veux dire. Parce qu'un enfant, voilà, c'est pas des adultes, ils ont toute leur vie à faire, ils ont plein de choses à faire, plein de belles choses. Donc ça, c'est ce côté-là qui est difficile à gérer, parce que heureusement, dans la majorité des cas, bah, la maladie part et puis l'enfant reprend le cours de sa vie, on va dire. Mais par contre, un décès d'un enfant, je veux te dire, moi, j'ai pas de cellule psychologique derrière moi, hein. Je suis pas à l'hôpital, hein. C'est très, très difficile. C'est très compliqué. Et heureusement, ben, ça arrive rarement et tant mieux. Franchement, c'est trop dur. Par contre, c'est vrai que sinon, d'un point de vue, on va dire, purement technique, c'est la même chose, hein. Le corps d'un enfant ou d'un adulte, de toute façon, par rapport aux soins, aux énergies et autres, c'est exactement pareil. Merci Jean-François. Eric, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, moi je suis assez. D'abord, j'aime Jean-François parce qu'il parle comme ça, parce que c'est son cœur qui parle.
et que c'est d'une puissance incommensurable. Moi, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas. À chaque fois que je vois un enfant, je vois aussi l'adulte. L'adulte de demain, mais l'adulte d'hier. Et je ferai la prière de Babaji mienne. Il n'y a pas de saint sans passé. Et il n'y a pas de mécréant sans avenir. Et dans ma conception du monde, la mort n'est pas un point, c'est une virgule dans une phrase. Une virgule difficile, une virgule, comme dit Jean-François, c'est jamais plaisant. De voir papa, maman pleurer, c'est jamais plaisant d'être avec eux. C'est jamais plaisant de. Parce que soit on s'investit, soit on aime son patient, soit on va faire autre chose. Et donc, quand j'aime mon patient, il est petit, et puis j'aime ses parents, et puis c'est dur. Mais justement, mon job à moi, c'est de là où, quand ils mettent un point, c'est de leur dire, mais tout doucement, et sinon, mettez une virgule. Ça ne fait pas revenir l'enfant. Jamais. Parce qu'il y a peut-être une raison que moi, j'ignore, mais pas une raison au sens raisonnable, une raison au sens d'une harmonie universelle qui me dépasse, qui me concentre. Mais en Occident, on pleure nos enfants en oncologie. Il n'y a pas longtemps, en Syrie, on pleurait nos enfants sous des bombes. Il n'y a pas longtemps, au Rwanda, on pleurait nos enfants sous des coups-coups. Je crois qu'il faut qu'on arrête de ne pas penser à l'autre. Et quand je suis en clinique, il me fait du bien. Il y a une petite fille, complètement inventée par ma sœur belge, je pense rien, je m'en fous d'ailleurs, qui est une petite qui est dans mon imaginaire, qui a vécu sous les bombes, ou etc. Et quand ça ne va pas bien dans ma tête, c'est-à-dire souvent, quand je ne vais pas bien, je m'enferme dans mon bureau et je peux converser avec cette petite fille. Et en fait, vous allez rire, mais c'est elle qui me console. Je lui dis, j'en ai d'autres, et je lui dis, mais comment c'est possible? Et puis il rit. Il y a des choses qui me bouleversent. Et tu le sais, et puis j'en parlerai juste un tout petit peu, le lien qu'il y a entre le point rose et moi, qui s'appelle Carla Marie. Et quand je vois Carla Marie, je dis bien, je le vois. Ça ne me dérange pas. Il y a des, peut-être je suis petit, peut-être je suis un autre. Une expérience à la première personne. Et moi, je sais qu'elle m'aide. C'est elle qui m'aide, c'est elle qui, des fois aussi, peut manier le fouet. J'appelle ça manier le fouet parce que c'est claqué comme ça. Et la vie, elle fait claquer des fois le fouet parce qu'on n'est pas en harmonie nous-mêmes. Moi, des fois, je ne suis pas du tout. Ou avec un Yorkshire. Ben, voilà ma vision un peu pour dire ce que disait Jean-François. Merci, c'est un peu difficile de rebondir après ça parce que ce que vous dites, c'est très beau et c'est une magnifique conclusion. Alors, voilà, je vais simplement vous remercier d'avoir été là ce soir tous les deux avec votre générosité, votre humanité qu'on ressent très fortement quand vous parlez. Moi, ce qui me frappe, c'est que je connais plus Éric que Jean-François, et vous exercez différemment, dans des lieux différents. Vous n'êtes pas les mêmes professionnels, mais il y a une texture dans ce que vous dites, la façon dont vous le dites, et l'émotion qui passe quand vous le dites, qui est très proche. Et je comprends pourquoi vous avez ces liens et pourquoi vous travaillez ensemble, parce que vous parlez de la même manière avec le cœur. Donc,
un grand merci du cœur à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Et voilà, merci pour ce que vous faites et pour la façon dont vous le faites, qui n'est pas toujours, j'imagine, facile parce que ça sort du cadre. On a parlé de cadre. C'est vrai que c'est pas facile d'oser sortir du cadre, et en même temps, quand la vie, elle nous fait vivre des épreuves qui sont hors cadre, et ben, c'est peut-être l'opportunité qu'elle nous fait d'oser en sortir. Et quand on en sort, on s'aperçoit qu'effectivement, le cadre est très réducteur et qu'il y a bien d'autres choses autour. Et nos enfants, les enfants qui nous quittent, sont des formidables guides pour nous amener à explorer tous ces mondes invisibles dont on n'avait pas du tout conscience avant. Et on aurait préféré évidemment ne jamais en avoir conscience et les avoir encore avec nous. Mais quand on les a plus et qu'on les cherche, ils nous amènent à ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais imaginé ouvrir. Et tous les deux, chacun dans votre domaine, je trouve que vous aidez aussi les personnes à ouvrir ces portes. Alors, un grand merci à vous deux. Merci à tous ceux qui ont suivi cette conférence qu'on peut réécouter sur Facebook, et pour ceux qui le veulent, on peut aussi, elle sera en lien sur la chaîne YouTube du Point Rose, elle sera aussi visionnable. Et puis, si vous avez besoin de contacter Jean-François ou Eric, si vous êtes d'accord tous les deux, est-ce qu'on peut donner vos coordonnées, votre mail à tous les deux? Oui, oui, oui. Pas de souci. Merci à tous, une très bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, merci infiniment. Bonne soirée, merci à tous. Merci.